On peut s'en sortir. On a la force de s'en sortir. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que le problème vient des autres, et il vient des autres, c'est eux qui décident de t'agresser. Ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des situations dans lesquelles on est impuissant dans la vie. C'est vrai, si quelqu'un qui est 2 fois plus grand, 2 fois plus fort que moi, il me tape dessus, je suis innocent évidemment, et je suis impuissant. Mais il y a des situations, et c'est le cas de toutes les attaques verbales. Je suis innocent, bien sûr, j'ai rien demandé, mais je suis pas impuissant. Et vraiment, on peut s'en sortir, on n'est pas impuissant dans la vie. Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement, sans mode d'emploi, mais avec pas mal de questions. Je suis Laure, médecin, maman et aussi la créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux et en newsletter. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat, le harcèlement scolaire, un sujet qu'on aimerait vraiment bien éviter, mais qu'on croise bien trop souvent dans les cours de récré, les couloirs, ou même les groupes WhatsApp. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Haïm, psychiatre, formateur et accessoirement mon ancien prof, celui qui m'a appris à penser autrement et à qui je dois beaucoup concernant la pratique de mon métier. Il a publié chez Marabout Face au harcèlement scolaire, un petit livre de poche ultra accessible à mettre entre toutes les mains. Il est aussi à l'origine du site lejeudelidio.com, une mine de ressources gratuite avec des outils concrets pour les pros et aussi pour les familles à suivre en duo parents-ados. On en parlera bien sûr dans cet épisode. Avec Philippe, on pose les bases. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ? Comment le distinguer d'un simple conflit ? Quels sont les principaux signaux d'alerte et les impacts possibles sur la vie scolaire ? On parle aussi du rôle des adultes, des leviers de protection et surtout ce qui peut vraiment aider au-delà des bonnes intentions. Et on termine comme toujours par un petit vrai-faux pour démonter quelques idées reçues parce que non, le harcèlement, ce n'est jamais un passage obligé. Allez, bonne écoute. Salut Philippe, merci d'être avec nous. Salut Laure, merci de me recevoir. Ouais, on va parler ensemble donc de harcèlement et harcèlement scolaire essentiellement. Donc merci pour ton expertise. Merci. Alors running gag, j'ai envie de dire, mais la question qui revient à chaque épisode, quelle est la chanson qui a marqué ton adolescence à toi ? Alors il y en a beaucoup parce que je crois que l'adolescence c'est vraiment le moment où tu découvres la musique, pas forcément celle que tes parents t'ont fait écouter. Donc moi j'ai découvert énormément de choses. Mais si j'en avais une à retenir, effectivement, ce serait Live Forever des Oasis. Pour moi, c'est une chanson qui parle de l'adolescence et de cette envie qu'on a de s'envoler, du fait qu'on a l'impression qu'on va vivre toujours, qu'on fait pas attention au lendemain et puis qu'on a envie d'être libre et de profiter. Voilà. Donc oui, je pense que c'est une chanson qui me rappellera toujours le monde de l'adolescence. Ouais, et puis ce passage, quoi, l'idée de liberté. Le passage, liberté, et puis où il dit finalement, ouais, j'ai plus très envie de m'intéresser à, voilà, peut-être que je suis un peu différent finalement, peut-être que je suis pas pareil, et puis peut-être que j'ai envie de m'envoler, et puis peut-être que, voilà, cette impression qu'on a d'être un peu unique, d'être un peu soi, d'être un peu vivant et libre, et puis qu'on vivra toujours. Voilà, oui, on est moins dans ces soucis qu'on peut avoir après. Et je pense, ouais, ça rappelle vraiment cet aspect-là de l'adolescence, en tout cas. Et pour revenir à notre sujet, alors toi, l'ado que t'étais, est-ce que t'as vécu du harcèlement ou est-ce que t'as côtoyé des situations de harcèlement ? Moi, j'ai pas vécu de harcèlement. Je dirais, j'ai été embêté par des gens, j'ai été embêté par des élèves, comme énormément de monde. J'ai été embêté pour des caractéristiques physiques, pour mes origines, pour des origines sociales, pour des choses comme ça. J'ai été un peu embêté. Et j'avais une chance, c'est que je savais répondre. Et je venais d'une famille avec des gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, mais qui adoraient la langue française, les livres, les dictionnaires. Et donc, j'avais du vocabulaire, j'avais de la répartie, je savais envoyer balader un petit peu les gens. J'étais pas complètement démuni verbalement, en fait, en gros. En étant suffisamment agressif pour qu'on me respecte et en même temps pas trop agressif pour pas qu'on me tape dessus, parce que j'étais pas très physique, je suis toujours pas. Je savais que dans un combat physique, je pourrais pas m'en sortir. Donc j'arrivais quand même à tenir les choses à distance sur le plan verbal. Donc je pense que c'est pas parti jusqu'au harcèlement. Par contre, avoir été embêté, qui peut dire qu'il n'a pas été un petit peu embêté, un petit peu chahuté, un petit peu pointé du doigt, enfin... Bah, carrément. Moi, ça me fait penser à mon adolescence. J'ai pas été harcelée, mais j'ai le souvenir d'avoir Dorothée et Nadia. Tu vois, je m'en souviens. Si vous nous regardez, les filles, c'était vraiment pas sympa. C'était pas cool. Elle m'avait balancé, tu sais, avec une cartouche d'encre, de l'encre sur toute ma veste blanche à l'époque. Et je me souviens, j'en parle parce que je suis rentrée chez moi, j'étais collégienne, et j'en ai pas parlé à ma mère. Tu sais, je me souviens avoir dit, il y a une tache, machin, faut qu'on nettoie la trousse de ma copine est tombée, peu importe, j'avais trouvé un truc. Et c'est intéressant parce que
autour du harcèlement, il y a aussi ce phénomène de culpabilité. Et de honte. Ouais. Je pense que c'est un truc qui est essentiel à comprendre si on veut comprendre le harcèlement, si on veut comprendre le comportement des ados face au harcèlement, le fait qu'ils en parlent difficilement à leurs parents, c'est quelque chose que tout le monde dit, mais ils en parlent difficilement d'abord parce qu'ils ont honte, comme toutes les victimes de toutes sortes de choses, que tu sois victime de quelque chose de plus ou moins grave, même pour des choses gravissimes. Il y a des gens qui ont été maltraités, violentés, ils ont « Ah mince, c'est peut-être de ma faute », ils ont honte de ce qui leur est arrivé. Un enfant pourrait avoir honte d'être autant affecté par des insultes qui pourraient paraître aux adultes des petites insultes, des « oh non mais c'est pas grave, il t'a traité de pizza, il t'a dit que t'avais une face de prout, ou il a dit que t'étais moche, c'est pas vrai que t'es moche, c'est pas grave, oh là là ». Et eux, en fait, sont meurtris par ça. Donc, du coup, ils ont un petit peu honte. Ça, c'est vrai que c'est un truc très caractéristique quand on subit une agression, la honte et puis l'impuissance. Après tout, je vais en parler à mes parents, mais pourquoi au final? Pour en faire quoi? Et moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces filles qui me jettent de l'encre dessus? Et donc, la honte et l'impuissance, c'est des sentiments qui sont très, très présents chez les enfants qui sont harcelés ou même simplement embêtés. Et c'est juste, ça pourrait faire trauma aussi si justement on minimisait ces sentiments-là, j'imagine. Minimiser, c'est une erreur que l'on peut faire en tant qu'adulte. Alors, pas minimiser les actes. Il est vrai que les actes sont pas de même nature. Quelqu'un qui s'est fait insulter, à qui on a dit qu'il était moche ou gros, etc., c'est terrible, c'est humiliant et ça peut avoir de graves conséquences. Mais bien évidemment, on a raison de différencier la nature de l'acte. C'est pas la même chose qu'être violé, violenté, blessé avec un couteau, enfin, bien entendu. Mais si l'acte nous semble beaucoup plus petit que des violences graves, pour autant, la souffrance peut être tout aussi grande. La personne peut être très meurtrie et ça peut aller très loin. Et hélas, on l'entend une fois de temps en temps dans les journaux où on a l'histoire d'un ado qui a mis fin à ses jours dans un contexte de harcèlement. Donc, les attaques sont petites, les souffrances peuvent être grandes. Ouais, peuvent être grandes, immenses même. Ouais. Et justement, j'aimerais aller sur cette rubrique sans filtre et que tu écoutes et que tu réagisses à des témoignages de collégiens et de lycéens que j'ai pu récupérer. Allons-y. Il faut toujours en parler à un adulte ou quelqu'un de confiance. Et que généralement, c'est la personne qui harcèle qui part, mais c'est pas celle qui est harcelée parce qu'elle ne le dit pas. J'ai un ami en primaire dans une autre école, parce que moi j'étais pas dans son école. Il a déjà été harcelé et du coup, il a mis du temps. Je pense qu'il s'en est pas remis. Là, on entend bien quelqu'un qui dit « on sait qu'il faut parler ». Mais elle dit pas « on en parle à chaque fois ». On sait qu'il faut parler, mais comment tu sais qu'il faut parler? Parce que tout le monde le dit, en fait. Et là, c'est la seule chose qu'on a à dire actuellement aux ados. Parle-en. C'est comme ça que je suis venu à y réfléchir. Mais finalement, même quand ils en parlent, est-ce que pour autant ça va mieux après? Pas toujours. Si l'adulte n'a pas de réponse à apporter, il aura beau en parler. Voilà, donc on sait qu'il faut parler. On sait, et puis ça soulève la question aussi du témoin. Parce qu'il y a la victime et il y a le témoin qui peut c'est pareil. assister à ça. Le témoin, il a même encore plus de scrupules. C'est-à-dire qu'à la fois, il se dit qu'il faut parler, puisqu'on lui a dit qu'il fallait parler. Ouais. Même des fois, il y a des gens qui sont très culpabilisants sur les témoins, en leur disant il faut en parler, les témoins, si vous n'en parlez pas, vous êtes complices. Ce qui montre qu'ils ont surtout oublié la cour d'école. Parce que quand tu es témoin de harcèlement et quand tu vois du harcèlement difficile, tu te dis si jamais c'est moi qui vais le dire, je vais être la balance dans cette affaire et la prochaine cible, c'est moi. Donc, il ne faut pas oublier quand même, quand on parle des témoins, que c'est pareil, on sait qu'il faut parler, ce qui sous-entend, mais en même temps, on ne peut pas parler. En même temps, c'est difficile de parler. En même temps, c'est dangereux de parler. Et je veux dire, avoir un discours un peu simpliste où on va juste dire si t'es témoin, il faut en parler, c'est surtout le signe qu'on a oublié comment ça marche dans la cour. On va s'interroger après sur le comment en parler, justement. Alors, autre témoignage. Donc on a des cours et donc on se sent un peu plus sûr parce que on est préparé à ça, donc on sait comment agir ou ce qu'il faut faire. Je les dirais aux supérieurs et je dirais d'en parler au lieu de garder ça pour la personne. On dit un peu la même chose, mais en parler est intéressant, mais en parler avec un adulte qui aura quelque chose à répondre. Si c'est un adulte qui va donner des solutions qui ne marchent pas, c'est vrai qu'on peut comprendre que les enfants ne veuillent pas en parler. Si par exemple on en parle à un adulte, que l'adulte a une réponse qui va être par exemple uniquement une punition sévère, et que la réponse c'est le tout punitif, et que l'autre se dit « Ah, on m'a puni de façon injuste » et qui va se venger, effectivement c'est un adulte qui, avec la meilleure volonté du monde, a aggravé la situation. Donc en parler à un adulte, oui, il faut en parler à un adulte, mais un adulte qui a quelque chose à proposer comme solution. C'est pourquoi il est important de donner des armes aussi aux enfants. Exactement. Dans un idéal absolu, mais c'est pas toujours le cas,
Éviter l'intervention des adultes. L'intervention des adultes doit être à leur niveau d'adulte. C'est quoi un adulte ? C'est quelqu'un qui va aider l'enfant à grandir, aider l'enfant à gagner des compétences, aider l'enfant à gagner de l'autonomie. Donc ça peut paraître bizarre, mais un adulte qui a réussi son travail, c'est un adulte dont on n'a plus besoin. Exactement. Tu vois ? Et donc, pour qu'on n'ait plus besoin de nous, il faut qu'on transmette quelque chose. Donc moi, mon idée, c'est pas du tout de ne pas en parler aux adultes. Évidemment, il faut en parler aux adultes, à des adultes qui peuvent nous accompagner pour trouver des compétences, et non pas un adulte qui, effectivement, va faire à ma place, va m'empêcher de faire, et va me mettre dans une situation, sans le faire exprès, mais encore plus délicate. Alors moi, je suis au lycée, et au lycée, il y a personne, on va dire, qui calcule personne. On prend un peu plus confiance en nous quand on est au lycée, parce que on est dans notre coin avec nos copines, et il y a personne qui se mêle de la vie de personne. Je pense déjà qu'au collège, tout le monde connaît tout le monde. Moi, par exemple, à Suresnes, vu que c'est petit, on a tous un peu grandi tous ensemble, donc on était un peu tous à l'aise. Aussi, je pense qu'on est petit, donc on se rend pas trop compte de ce qu'on veut dire. Là, ça montre bien la différence entre le collège et le lycée, je trouve. Je pense que la zone la plus fragile, c'est la fin de la primaire et le collège. C'est vraiment la zone où c'est le plus difficile. Quand on est beaucoup plus petit, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de harcèlement, mais il y a moins ce sujet de je dénonce pas, je suis une balance. Un enfant de maternelle, il va pas traiter les autres de balance parce que lui-même, il irait parler aux adultes. Mais le début de l'adolescence, c'est le moment où on est le plus différent des uns des autres. On parle souvent des différences entre les garçons et les filles, mais même entre garçons et entre filles, il y a beaucoup de différences de maturité. Il y a beaucoup, les différences sociales commencent à se voir, les différences, les ressemblances et les différences, les envies d'appartenir à un groupe, etc. On se cherche beaucoup. Et donc, c'est un moment où on est vulnérable. C'est vrai qu'au lycée, il y a encore évidemment du harcèlement, mais il y a aussi ce phénomène que décrit très bien la personne qui témoigne, qui est au fond, on est plus identifié. On a une bande, on calcule un peu moins les autres, mais on calcule ceux qui nous ressemblent, et il y a la bande des un tel, la bande des un tel, et finalement, on se soutient entre nous, et le phénomène n'est pas du tout le même. L'identité est beaucoup plus affirmée chez les ados de 15, 16, 17 ans que chez les ados de 12 ans qui se cherchent beaucoup. Tu dirais qu'au lycée, il pourrait y avoir plus de harcèlement, on va dire, un peu collectif ? Il peut y avoir dans tous les cas du harcèlement collectif, mais c'est vrai que le harcèlement prendra pas la même forme. Les insultes éventuelles qu'on va subir sont un peu moins frontales. Au début du collège, tu vas avoir les trucs qui blessent beaucoup les ados en devenir. T'es moche, t'es nul, t'es gros, tu sers à rien, etc. Au lycée, on va recourir à des choses plus subtiles, on va faire courir des rumeurs, on va utiliser des choses de ce genre qui ressemblent plus à ce qui se passe chez les adultes. Si on regarde le harcèlement au travail, le harcèlement entre adultes, c'est faire courir des rumeurs sur le collègue de bureau, partir de la machine à café quand il arrive. Il y a personne qui va entrer dans le bureau de l'autre en disant « t'es moche et mal habillé ». Ça devient plus subtil. Et puis, il y a une affirmation identitaire qui est plus du tout la même. Si je dis à quelqu'un qui est habillé de telle manière, t'as vu comment t'es habillé, et que c'est des habits qu'il revendique parce qu'il veut s'habiller comme un rocker, comme un rastafarien, comme un rappeur. Il s'affirme plus. Tu touches à son intégrité. Et au collège, tu vas avoir des gamins qui savent pas encore trop comment s'habiller, qui savent pas encore trop à quoi ils appartiennent, qui sont encore très influencés par la manière dont les habillent les parents, mais qui voudraient faire autre chose, mais qui savent pas quoi. Un ado de 15-16 ans, tu le contrôles beaucoup moins sur ce plan-là, au grand désespoir des parents, mais en même temps, c'est aussi une manière pour lui d'appartenir et de s'affirmer. On en parle de la coupe mulet. Voilà, c'est ça, des bons souvenirs. Quand j'avais 12 ans, c'était bien la mode. Ouais, je comprends. Alors ensuite, un autre extrait. Il y a beaucoup de répercussions aussi quand on utilise les réseaux sociaux. J'ai commencé à poster des TikTok et il y a tout le monde qui a commencé à parler dans le coin, à nous traiter de plein de choses, enfin des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas sympa. En fait, j'aurais tout simplement préféré pas tout poster parce que en fait, je me dis d'un côté j'aurais pas dû et en même temps j'ai pas envie de me faire influencer par les critiques des autres, voilà. Et j'ai tout supprimé en fait. Si elle a tout supprimé, c'est qu'elle s'est fait influencer par les critiques des autres. Et ça s'apprend à être un peu plus invulnérable aux critiques. Ce que ça montre, c'est que les réseaux sociaux, la seule différence, je dirais quasiment avec le harcèlement face à face, c'est que ça prend de l'ampleur un peu plus vite. Si on est à l'école ensemble, je trouve un petit surnom qui t'embête à 4h30, il faudrait que je m'en rappelle encore le lendemain matin et que j'aille voir les gens un par un, si on n'a pas Internet. Par contre, si on a tous le même réseau social, je trouve un surnom qui t'embête, j'écris aux autres, tiens, regardez, Laure, ça l'embête vachement qu'on l'appelle comme ça. Et le lendemain matin, à 8h25, tout le monde t'appelle comme ça. Donc, si tu veux, il y a une caisse de résonance. Donc, ça va un petit peu plus vite pour recruter la meute. Mais le principe reste le même. Est-ce que je suis complètement démoli par les critiques des autres, et dans ce cas-là, je suis vulnérable, ou est-ce que je sais y faire face ? On parle donc de cyberharcèlement. Oui. Mais c'est vrai que l'approche est la même, comme tu dis. L'approche est la même parce que la mécanique de l'agressivité est partout la même.
Alors justement, on va parler chiffres. Donc dans cet épisode, on va essentiellement parler du harcèlement verbal, parce que pour ce qui est du harcèlement physique, effectivement, il faut vite prendre les devants, appeler... C'est surtout qu'on n'est plus tout à fait dans le harcèlement. Ouais. Le harcèlement physique, si tu veux, qui est à base de provocation, je pousse, je bouscule, je fais une petite pichenette, c'est assez assimilable au harcèlement verbal, c'est de la provoque. Si tu veux, si je t'insulte ou si je te mets un coup dans l'épaule, qui fait pas vraiment mal, on est un peu dans le harcèlement quand même. Par contre, effectivement, si on te blesse gravement, d'ailleurs, ça s'appelle pas harcèlement. La loi, elle dit que c'est coups et blessures. S'il y a quelqu'un qui se fait toucher sans son consentement ou plus, on est dans agression sexuelle ou viol. On n'est pas dans harcèlement. Donc effectivement, c'est pas le même domaine. Et la seule chose dont moi je parle dans mon livre et dans mes formations, c'est le harcèlement. C'est bien du harcèlement. Donc il s'agit à 95% du temps de verbal et à 5% du temps de physique qui fait pas vraiment mal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence. C'est ce que j'appelle les dégâts subjectifs. Je suis atteint dans ma subjectivité, je suis blessé. Et les dégâts objectifs, si j'ai une blessure qui saigne, si on m'a touché, etc. Là, c'est objectif, il se passe quelque chose de concret. Ça ne relève plus du harcèlement et donc ça ne relève plus de la méthode que je propose. Ok. Et donc, justement, il y a 611 000 élèves qui ont été victimes de harcèlement scolaire en France. C'est un chiffre donc alarmant. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la tranche d'âge la plus touchée, c'est le collège, avec 200 000 élèves. C'est quand même complètement dingue. Est-ce que tu peux justement nous dire ce que c'est que le harcèlement, si on devait donner une définition? C'est très dur de le définir parce qu'il y a plein de définitions contradictoires et c'est ça qui fait que ça change les chiffres d'ailleurs. Selon comment tu le définis et selon comment tu poses la question aux enfants, tu peux avoir des chiffres encore plus alarmants que ça. Les chiffres de l'étude PISA, ils parlent du double. Donc, est-ce qu'il y a un enfant sur 5, sur 10, sur 20 qui a été harcelé ? Ça dépend comment on en parle. Moi, après, ma définition, c'est juste pour que les gens s'y reconnaissent et que les professionnels s'y reconnaissent, c'est une définition de terrain. Moi, je dirais que le harcèlement, ce sont des attaques petites, répétitives et blessantes. Petites, j'ai déjà expliqué en quoi elles étaient petites, c'est pas des grandes attaques avec des couteaux ou des... Mais attention, la souffrance est grande. Elles sont répétitives, ça c'est très important. Si quelqu'un se dispute avec quelqu'un une fois, c'est pas du harcèlement, c'est une engueulade. Par contre, si tous les jours tu te fais moquer de ton physique ou de ton nom de famille ou je ne sais pas quoi, là, ça commence à devenir harcelant. Et puis, blessant, c'est essentiel, et on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure. J'ai été blessé, par ça, j'arrive pas à être invulnérable aux attaques. C'est ça qui fait que c'est du harcèlement. Si c'est un gros mot ou une insulte, mais qui est dit de façon affectueuse, c'est peut-être le même mot, mais ça me blesse pas. Par contre, si c'est mon ennemi qui me le dit, ça me blesse. Donc, ce sont des attaques qui sont petites, répétitives et blessantes. Et quel est le profil des jeunes qui sont victimes ? Il n'y a pas vraiment de profil, parce que si moi qui sillonne la France de bout en bout pour faire des formations sur le harcèlement scolaire, je veux dire, ça arrive dans des milieux pauvres, dans des milieux riches, dans des milieux très racisés, des milieux très blancs, ça arrive à des garçons, à des filles, ça arrive vraiment à toutes sortes de gens. On n'arrive pas vraiment à avoir de profil type, en fait, et il y a même ce grand préjugé qu'on serait harcelé pour sa différence. Ben même pas. Il y a des gens qui portent une différence et qui sont jamais harcelés, des gens qui portent une différence qui le sont toujours, et puis il y a des gens qui sont vraiment dans le stéréotype de la majorité et qui pourtant subissent du harcèlement. Donc en fait, c'est pas une histoire de profil psychologique, c'est plutôt une histoire d'une rencontre entre quelqu'un qui cherchait à dominer le jeu social et quelqu'un qui a montré qu'il était vulnérable à ça. Donc c'est pas un profil psychologique, c'est souvent qu'on a une réaction très involontaire, très naturelle, mais qui donne un petit indice à quelqu'un qui nous repère et qui dit « Ah bah tiens, celui-là, je peux arriver à l'atteindre ». Et justement, on parlait des victimes, mais c'est la même chose côté coupable, côté harceleur. Il n'y a pas de profil type non plus. On ne retrouve pas tout le temps les mêmes choses. Il n'y a pas de profil psychologique. Et alors encore plus chez les enfants, puisque les profils psychologiques et les personnalités ne sont pas encore bien établis. Il y a des raisons de harceler qui sont très universelles. Les raisons de harceler, ça peut être pour dominer le jeu social, pour dominer la bande, pour dominer la cour d'école. Et ça, c'est très instinctif. Même les animaux ont des hiérarchies entre eux. Il peut y avoir du harcèlement qui se fait à base d'humour, quelqu'un qui voulait rigoler. Des fois, il avait conscience que ça blessait l'autre, des fois même pas, mais dans tous les cas, son but, c'était de rigoler. Et puis, il y a aussi du harcèlement qui se fait quelque part parce qu'on se sent soi-même victime. On se venge de quelqu'un qui nous a fait du mal, on embête quelqu'un qui nous renvoie à nos faiblesses, on embête le premier de la classe parce qu'il nous renvoie au fait qu'on a des mauvaises notes, on embête la fille un peu jolie qui a des aventures avec des garçons parce que soi-même on est complexé et on l'insulte avec des insultes sexistes. Donc tout ça, c'est des raisons de harceler qui sont très intuitives, instinctives, naturelles. Dominer, rigoler, se faire justice soi-même. Et puis il y a des enjeux aussi du groupe.
il y a des enjeux de groupe, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise dans leur position de harceleur et qui harcèlent en groupe parce qu'ils sont soudés au groupe par la peur, soudés au groupe par l'envie d'appartenir, soudés au groupe par une maladresse relationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, du côté des harceleurs, je dirais que des ados maladroits, des ados qui veulent appartenir, des ados qui maîtrisent pas bien le langage, c'est hyper fréquent. Des ados réellement psychopathes ou pervers, c'est quand même rarissime. Donc là, il n'y aurait pas autant de gens harcelés si tous les harceleurs avaient un profil de psychopathe ou de pervers. Il y en aurait beaucoup moins parce que c'est très rare, la perversion et la psychopathie. Par contre, si on tient compte du fait que dominer le jeu social, c'est fréquent, vouloir rigoler, c'est fréquent, vouloir se faire justice quand on subit de l'injustice, c'est fréquent, vouloir appartenir au groupe, c'est fréquent. Du coup, fatalement, le harcèlement est fréquent, oui. Et quelles sont les répercussions sur la santé mentale du jeune et puis surtout de l'adulte à venir Elles peuvent être énormes et en même temps, elles n'ont rien de typique et caractéristique. Il n'y a pas un signe clinique où je pourrais dire à mes collègues médecins, si vous voyez ce signe-là, c'est le harcèlement. Non, parce que c'est des signes qu'on trouve dans les troubles anxieux, dans plein d'autres choses. Donc effectivement, on va avoir un enfant qui a du mal à en parler, parce qu'il a honte ou parce qu'il a peur des représailles. On va avoir un enfant qui peut avoir des signes d'anxiété. On peut avoir un enfant qui va avoir des signes régressifs. Il va refaire le bébé comme s'il voulait un peu se protéger. Des signes d'isolement aussi. Je ne parle pas d'un ado qui a plus trop envie d'être avec sa famille parce qu'il m'embête, c'est vieux. Mais si d'un seul coup, brutalement, cet enfant qu'on voyait avec nous, qui jouait avec ses frères et sœurs, d'un seul coup, on ne le voit plus. Et puis dès qu'on va le déranger, laissez-moi tranquille. Et puis il peut y avoir des vrais troubles psychiques, comme je disais, des troubles anxieux, des troubles somatiques. Mal au ventre, de l'eczéma, de l'asthme, mais avec un calendrier. Ça va beaucoup mieux la première semaine des vacances scolaires, mais la deuxième, ça va très mal. Ou le dimanche après-midi, c'est la cata. Je passe mon temps à me tordre de douleur. C'est le calendrier des problèmes qui doit plus nous faire demander, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Mais il n'y a pas de signe caractéristique. Ce serait trop simple. Mais c'est pas une maladie. Donc, il n'y a pas de signe caractéristique. Moi, j'aime bien parler de rupture avec l'état antérieur. Je dis souvent ça aux parents. Très important. C'est pour ça que je disais, si un ado, depuis 2 ans, il s'enferme dans sa chambre et il n'a pas trop envie de fréquenter sa famille parce qu'il est ado et qu'il est dans son monde, c'est pas la même chose que s'il y a une rupture du jour au lendemain. Si on nous dit, c'est un enfant qui était là avec nous et là, on ne le voit plus. C'est pas pareil. Est-ce qu'on peut parler d'effets cumulatifs du harcèlement sur la construction? Il peut y avoir un effet cumulatif qui te met dans cette posture de victime permanente. Et en fait, comme tu n'as pas appris à faire face, et que tu t'es senti victime, et qu'en plus, tu as des adultes qui ont dit « ne fais rien, on va régler le problème à ta place en punissant les autres », et puis ça marche pas. Donc tu te sens encore plus impuissant, encore plus victime. Puis après, on te change d'école. Et quand on te change d'école, les gens qui veulent t'embêter, ils repèrent tout de suite qui est celui qu'il faut embêter. Donc ils te réembêtent. Et tu dis « mais c'est pas possible, le monde est fait de méchants, en fait. » Et tu es tout le temps méfiant et affaibli. Et puis ça stigmatise. Tu t'auto-stigmatises. Et du coup, les gens qui veulent dominer le jeu social te voient plus facilement. En fait, et puis bien sûr, ça a des répercussions à l'âge adulte parce qu'il y a des gens, moi je vois des gens pour harcèlement professionnel, d'ailleurs j'utilise la même méthode, et ils disent, mais vous savez, déjà au collège, c'était pas facile avec les autres. Donc oui, bien sûr, ça a des conséquences si on n'apprend pas à faire face, si on nous laisse dans cette posture de victime. Et c'est ce que je reproche finalement aux méthodes punitives, c'est de dire à la personne, tu te sens impuissant face au harcèlement, effectivement, tu es impuissant puisqu'il faut que je règle le problème à ta place. Alors que moi, mon idée, on en reparlera, mais c'est que les enfants sont pas si impuissants, que les enfants ont plein de compétences, mais c'est pas toujours intuitif. Des fois, il faut leur expliquer comment on fait. Elle est même contre-intuitive, quelque part. C'est très contre-intuitif. Et oui, parce que ce qui est intuitif, c'est de demander que l'autre soit puni. Ce qui est intuitif, c'est de lui crier dessus en retour. Ce qui est intuitif, c'est de lui dire « arrête de m'embêter ». Ce qui va encore plus... Donc oui, c'est contre-intuitif, mais c'est pour ça que ça s'apprend. Si c'était naturel, oui, effectivement, j'aurais même pas eu à écrire. Justement, nous, les adultes, on aimerait bien les aider, nos enfants. Alors, comment faire la différence déjà entre un ado qui va traverser une période difficile et vraiment un ado qui est harcelé, qui est dans C'est très difficile de faire la différence. Si on a la chance d'avoir une relation de confiance avec notre ado, il faut peut-être lui poser la question. C'est la même chose que je dis aux médecins. Devant ces signes atypiques, vous pouvez... Bien entendu qu'on peut demander à notre ado comment tu vas, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, t'as pas l'air bien. Ok, mais peut-être qu'il faut être un tout petit peu plus spécifique du genre, mais comment ça se passe avec les autres? Est-ce que ça va avec les autres à l'école? Ou est-ce que c'est un autre qui t'a embêté et qui te fait souffrir comme ça? Creuser un peu aussi. Oui, mais en demandant explicitement est-ce que c'est les autres? Parce que souvent, c'est quelque chose qui va être difficile à avouer. Si l'ado, à la limite, qui dirait je suis un peu déprimé parce que j'ai eu une mauvaise note, s'il a des parents bienveillants, ils vont lui dire « Non, mais ça va aller, tu vas te reprendre, tu vas bosser, ça ira. » Et souvent, ils oseront pas le dire. Donc, des fois, dire explicitement « Mais c'est comment avec les autres ?» Et ça permet aussi d'éliminer ce qui serait d'un autre domaine. J'ai envie de dire, si je vois qu'il va pas bien avec les autres et qu'il me dit qu'il y a eu, admettons, une rupture sentimentale, ça fait très mal à l'adolescence.
je vais pas le soutenir de la même manière. Je vais lui apporter mon soutien, je vais lui dire, je comprends, c'est très douloureux, je sais ce que c'est, j'en ai vécu aussi. Et voilà, par contre, s'il me dit tous les jours, on m'insulte, je suis humilié, je sais plus quoi faire. Oui, donc être un peu spécifique dans notre questionnement. Spécifique, et je me demande, est-ce qu'il faut pas utiliser les mots, puisque les ados, on l'a vu dans nos exemples, ils savent ce que c'est, le mot de harcèlement. Ouais, alors je suis pas sûr, par contre, qu'il faille utiliser le mot d'emblée. J'allais dire plutôt le mot agression, par exemple. Est-ce que tu te sens agressé, par exemple? Est-ce que ça serait une bonne Alors, des fois, moi, j'aime bien être le plus simple possible, parce que sinon, on rentre vite dans quelle est la définition. Et on voit bien qu'à force de donner des définitions, les ados ne savent pas la définition du harcèlement. J'entends, moi, je forme des gens dans des écoles, donc j'entends des gens du personnel scolaire disent, à la première insulte, on vient me voir, monsieur, il me harcèle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que j'étais con. Combien de fois? Une fois. Il y a une semaine. Bon, c'est pas gentil de dire qu'il est con, on est d'accord, mais c'est pas du harcèlement. Donc, ils connaissent pas la définition. Moi, j'aime mieux partir de très basique. Genre, est-ce qu'on t'embête? Il y a quelqu'un qui t'embête? Il y a quelqu'un qui t'insulte, qui dit des sales trucs sur toi? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont dit des trucs sur toi sur les réseaux et ça t'a affecté, qu'on te dise un truc méchant sur toi? Soyons le plus basique et le plus descriptif possible. D'ailleurs, même quand je reçois des enfants, j'essaie d'éviter, moi, de prononcer les mots harcèlement, harceleur, victime. C'est des mots d'adultes, ça. C'est des mots de juristes. C'est des mots de la loi. Parlons de leurs mots. Quand je parle même à des plus petits, je leur demande s'ils ont des amis et des ennemis. Et je leur parle pas de leurs harceleurs, je leur dis de leurs ennemis. D'accord? Donc, et si ils se sentent toujours rabaissés, je leur dis, est-ce que tu te sens perdant ou tu te sens gagnant? Gagnant, perdant, tout le monde comprend. Ami, ennemi, tout le monde comprend. Embêté, tout le monde comprend. Harcèlement, tu vois bien, on a dû clarifier les définitions. Si on ne l'avait pas fait, c'est même pas sûr qu'on parlerait de la même chose, toi et moi. Alors t'imagines avec nos enfants. Ouais, tout à fait. Et beaucoup de parents ont peur d'aggraver justement les choses en intervenant. T'en penses quoi? Ils ont raison. Je pense que c'est surtout les enfants qui ont peur de ça déjà au départ et que c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, entre autres. Il y a des parents qui n'en ont pas conscience, c'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils interviennent, ça ira forcément mieux. Il y a des parents qui ont cette conscience de dire mais est-ce que je ne vais pas aggraver les choses en intervenant? C'est de la lucidité. Je crois que les enfants, encore une fois, moi je crois que les enfants sont plus intelligents qu'on croit, ont plus de ressources qu'on croit, et comprennent énormément plus de choses qu'on ne le croit, et ils comprennent très bien le jeu de la cour d'école. Et quand ils nous disent, mais si tu fais quelque chose, je vais être une balance, une poucave, et je vais m'en prendre plein la tête. Souvent, c'est vrai, surtout à partir du collège. Et surtout à partir même du CM1, je dirais. Et du coup, oui, ils ont raison de vouloir être prudents. Et c'est justement à ces gens qui ont compris ça aussi que moi je m'adresse. Et dans les écoles aussi, il y a des CPE qui ont cette conscience-là. Il y a des surveillants, des profs, des directeurs d'établissements qui ont cette conscience-là, qui disent, on voit bien qu'on nous pousse aussi vers du punitif, pas que, mais aussi vers du punitif. Et nous, on voit bien que ça n'améliore pas les situations. Et ils ont raison. Donc, il faut donner d'autres solutions. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression, si tu veux, que quand un enfant vient me voir, sa question, au fond, c'est comment je fais pour me sortir de ça? Et non pas, sors-moi de là à ma place. Donc, je crois qu'il faut entendre l'enfant. C'est-à-dire, comment je fais quand quelqu'un m'insulte? Et on parle souvent d'avis psy, enfin, pas forcément avis, mais un accompagnement psy. Moi, je pense aussi aux harceleurs et aux victimes. Quand est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on doit le proposer aussi? Admettons peut-être même quand la situation est dénouée, mais... Alors, on peut y penser. On peut y penser si on a des inquiétudes sur les capacités de l'enfant à faire face, même si on lui apprenait une méthode. C'est-à-dire que moi, il y a des gens même que j'ai formés à cette méthode, et aujourd'hui, ça n'enlève pas la possibilité d'un soutien psychologique si vous sentez que là, l'enfant, il est trop dépassé. Donc, s'il y a des signes cliniques qui nous font vraiment peur en termes de troubles anxieux, en termes de comportement, un gamin qui va se faire du mal, des gens qui vont entrer dans des troubles alimentaires, des gens qui vont entrer dans un truc psychologiquement ou qui dure, c'est une chose. Un gamin qui pleure depuis peu de temps, c'est pas le plus inquiétant, parce qu'à l'adolescence, on a les émotions à fleur de peau. Mais c'est quand ça dure, ou quand ça prend vraiment des proportions, ou un enfant qui n'est plus du tout accessible. Un enfant, même si on lui proposait une solution, il ne voudrait pas en entendre parler parce que c'est trop. Ouais, je vois très si bien. C'est quelqu'un qui est inaccessible à la discussion parce que l'anxiété est trop envahissante ou que le comportement est trop dangereux pour lui-même, là oui, il faut y penser pour se faire aider. Et si possible, avec quelqu'un qui connaît le sujet. Et que penser de l'idée d'exposer ce harcèlement, le dénoncer? C'est à double tranchant. Je dis pas que ça marche jamais, tu sais, même les méthodes punitives, à la limite. On me sortira toujours des exemples de gens qui ont été punis sévèrement et ça les a calmés. Et tu vois, bon, moi, j'ai pas embêté grand monde, hein, mais par exemple, moi, comme je te disais, mes parents, ils aimaient les livres et les dictionnaires et l'école, c'était important. Fallait respecter l'école et respecter le prof. Si le prof te dit ça, c'est que c'est le prof qui a raison. Moi, j'ai été élevé un peu comme ça, dans cette espèce de respect de l'école. Si j'avais embêté quelqu'un, que je m'étais pris une heure de colle,
J'aurais tellement eu honte devant mes parents que je crois que j'aurais vraiment plus recommencé. Mais tout le monde n'est pas comme moi et tout le monde n'est pas comme les enfants qui seront impressionnés par la sanction. Il y a même des enfants pour qui la sanction va être un prétexte à recommencer. Ah, tu m'as balancé, tu vas voir, ça va être pire pour toi. Et si je le fais plus à l'école parce qu'on me surveille, je vais le faire dehors de l'école ou sur Internet avec l'anonymat. Donc, des fois ça marche, je vais pas dire le contraire, mais je pense que c'est pas une solution qui marche le plus fréquemment. Et ça marche pas comme le monde des adultes. Quand tu parles de le dénoncer, de le publier, on pense effectivement à l'exposition des délits, à MeToo, à des choses de ce genre-là, qui, entre parenthèses, parlaient de délits et de crimes parfois, même. Mais c'est pas la même chose. Là, on cherche pas la dénonciation sociale et la honte sociale parce que tu as des systèmes de groupe. Il y a des gens qui vont se retrouver solidaires de l'enfant, il y a des gens qui vont... Et son comportement, il n'est pas assez criminel, entre guillemets, pour être mis en prison à vie. Donc, non, on ne peut pas appliquer les solutions des adultes, là. On est en train de parler de domination verbale de quelqu'un, on est en train de parler d'un jeu psychologique, on n'est pas en train de parler d'un crime établi qui nécessiterait de la prison pendant des années. Ouais, je suis d'accord. Après, j'aime bien avoir un peu de nuance parce qu'il y a quand même peut-être des plus grands, mais des situations. Moi, j'ai eu le cas avec un patient très vicieuse, quoi. Oui, il y a des situations très vicieuses, mais tu peux imaginer que quelqu'un qui a accumulé de la méchanceté, de la colère, de la haine contre quelqu'un, tu vois, quand il va se faire punir fortement, est-ce qu'il va mieux l'aimer qu'avant ou moins ? Non, beaucoup moins. Et il aura plus envie de l'embêter ou moins ? Beaucoup plus. Et donc, s'il trouve un moyen de l'embêter sans se faire attraper, il le fera. Tu sais, moi, pendant un petit temps dans ma vie, j'ai travaillé en prison en tant que psy. J'ai vu des gens qui n'étaient pas des enfants de cœur, qui avaient fait beaucoup de mal, et puis pour le coup, des vrais trucs graves. Je me rappelle de quelqu'un qui n'était pas très loin de sortir et qui m'a dit « Mais de toute façon, docteur, on se reverra ici. » Je lui dis « Mais comment ça ? Je vais sortir, je vais aller me venger de celui qui m'a balancé. » Je dis « Mais enfin, vous allez sortir de prison, vous pouvez retrouver une vie, vous allez revenir là. Je m'en fiche, je suis prêt à revenir ici pour me venger de celui qui m'a balancé. » Alors évidemment, je parle de quelqu'un qui avait commis des choses très délictueuses, mais ça montre bien que se faire dénoncer, c'est un truc que les gens détestent. D'ailleurs, on peut tous y réfléchir. Tu travailles dans un boulot, tu as fait une faute professionnelle, tu préfères qu'un collègue vienne t'en parler ou tu préfères qu'il aille voir d'abord ton patron ? Non, tu préfères qu'il aille t'en parler, même si, vous allez avoir une discussion désagréable. Je préfère que ma voisine vienne me hurler dessus en me frappant à la porte parce que je fais trop de bruit, plutôt qu'elle appelle d'abord la police. Personne n'aime être dénoncé. Celui qui est particulièrement vicieux, il pense qu'il a particulièrement raison. Et donc, il sera particulièrement affecté d'être dénoncé, il voudra particulièrement se venger. Et justement, quelqu'un qui a été dans une situation très vache, très méchante, c'est rarement des gens très sensibles à la sanction. Par contre, c'est des gens qui vont partir au quart de tour sur la dénonciation. S'il y a, et je ne dis pas qu'il y a toujours, mais s'il y a un moyen d'aider l'enfant à se renforcer, à faire face et à le faire arrêter, je crois qu'il faut tenter notre chance quand même. Mais carrément. Mais en fait, j'apprécie vachement cette réponse. Ça rejoint tout de suite justement les armes qu'on va donner aux enfants par rapport au harcèlement. Pourquoi ? Parce que c'est contre-intuitif. On a tendance à vouloir le crier haut et fort et balancer tout ce qu'on a, justice au réseau, tout ce qu'on veut, alors qu'en réalité, l'idée, c'est d'arriver à être dans un truc plutôt pacifique. Disons, pacifique, en tout cas, ce qu'il faut, c'est apaiser le conflit. Ouais. En fait, pour le dire de façon simple, parce que je peux entrer dans tous les détails, mais en gros, des fois, je donne un moyen mémotechnique aux enfants. Je l'ai développé dans une de mes vidéos. Je leur dis de se rappeler de A, B, C, D, E. C'est les lettres de l'alphabet, c'est facile, tout le monde connaît son alphabet. C'est les 5 façons qu'on a de réagir qui donnent l'information à l'agresseur qu'on est embêté. Et s'il sait qu'on est embêté et que c'est ce qu'il voulait faire, il a gagné. Il va recommencer. C'est comme si tu mets une pièce dans une machine à sous, qu'il y a des pièces qui sortent, t'en remets une pièce. Donc, si tu veux m'embêter, qu'est-ce que je peux faire intuitivement ? A, c'est de te dire d'arrêter. A comme arrête. Arrête de m'embêter. Non, je vais t'embêter quand même. Mais arrête, c'est pas gentil. Non, mais c'est peut-être pas gentil, mais c'est la vérité. Mais arrête. Donc, arrête, ça marche pas. B, c'est bouder. Si j'essaye de t'ignorer ou de faire comme si tu m'avais pas parlé, ça montre que je suis affecté. Ça marche à tous les âges. Hier, j'avais une patiente qui me disait qu'elle avait son père qui essayait tout le temps de la provoquer sur un sujet sur lequel ils n'étaient pas d'accord quand ils étaient en repas de famille le dimanche. Et il lui dit c'est comme ça, toi, tu penses pas que... Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Oui, bon, allez, on va mettre la table. Quand je fais ça, je boude, j'ignore. Et là, l'autre est tenté de répondre ça t'embête ce que je dis ? Le C, c'est contre-attaquer. Si je te contre-attaque, c'est que je suis pas content de ce que tu as fait. Arrête, t'es moche. Et toi, tu t'es pas vu ? Ah ouais, tu trouves que je suis moche ? Tu vas voir. Le D, c'est la dénonciation. Si je dénonce, c'est que je suis embêté. Et le E, c'est l'évitement. Si tu rentres dans la cour et je pars à l'autre bout, c'est que tu as une influence sur moi. Donc tu vois, tout ça, c'est des réactions très intuitives. Si je fais A, B, C, D, E, tu m'as affecté, tu auras envie de recommencer si c'est ce que tu cherchais. Et donc, il faut faire un truc contre-intuitif qui est l'inverse du A, B, C, D, E. Et ça s'apprend.
Ben justement, quels sont ces leviers? Alors, si on devait enseigner tout simplement. Alors, c'est difficile d'entrer dans tous les détails parce qu'on a un temps limité. Je pourrais faire un podcast de 4 heures, il n'y a pas de problème. Mais alors, déjà, ce qui est très important à dire, c'est que dans cette méthode, on va apprendre ça aux gens avec un jeu qui s'appelle le jeu de l'idiot. D'ailleurs, si ça intéresse des gens d'en savoir plus et de regarder par contre des vidéos qui font 1h30 ou 2 heures, il y en a sur mon site internet qui s'appelle lejeudelidiot.com. Sur lejeudelidiot.com, il y a une première page qui s'appelle Qu'est-ce que le jeu de l'idiot ? Et j'ai mis un certain nombre de podcasts, et je mettrai le tien, de vidéos, etc., de conférences filmées qui expliquent de façon un peu plus longue et qui insistent sur le fait qu'il faut jouer un jeu avec l'enfant. C'est un jeu de rôle qu'on va jouer, où on va le faire jouer le rôle de l'agresseur, où on va jouer le rôle de l'agressé, et on va montrer plusieurs manières de répondre pour que l'enfant comprenne ce qui désarme l'autre. Donc, je peux donner quelques exemples, mais bon, c'est un peu plus structuré que ça. Mais globalement, par exemple, on peut avoir des enfants qui ont très envie que l'autre ne dise pas ça. Et qui vont se dire, mais il a pas le droit, mais t'es moche, mais t'as pas le droit de dire ça, mais arrête de dire ça, si t'es moche, et t'es moche, et t'es moche, mais arrête, t'as pas le droit de dire ça. Et quand quelqu'un dit « t'as pas le droit de dire ça », l'autre, il a envie de le répéter. Si tu regardes un débat politique à la télé, ils vont dire « Monsieur machin, vous n'avez pas le droit de dire un truc pareil ». Qu'est-ce qui répond l'autre ? « Ah ben j'ai pas le droit, ben, je vais te le redire alors ». Mais imaginons que je prenne le contre-pied. Imaginons que je fasse comme si t'avais la liberté d'expression, de me trouver beau, de me trouver moche, de me trouver nul, de me trouver bien, de trouver que je suis bien habillé ou que je suis mal habillé. Si tu me dis « mais t'es vraiment moche » et que je te dis « ah bon, tu trouves ?» Ben oui, je trouve que t'es moche. « Ah mais vraiment moche ?» Ouais, puis t'es mal habillé en plus. Ah, mal habillé. Ah, t'aimes pas mes vêtements ? Ah, c'est marrant parce que moi j'adore ton pull, je le trouve super chouette. Mais bon, bah si t'aimes pas mes vêtements. Bah non, j'aime pas tes vêtements. Bah ok, t'aimes pas mes vêtements. Bah non, je les aime pas. Ben, tu peux dire ça. J'aime pas tes vêtements. Bah d'accord. Ok, t'as le droit de le dire. Donc c'est un petit exemple parmi d'autres, mais par exemple le fait de laisser à la personne sa liberté d'expression, ça change beaucoup. Bah, tu vois, par exemple, pour reprendre l'exemple de la personne qui met pas sa publication TikTok, ou si je critique ta photo de profil, je vais dire mais t'as pas honte de mettre une photo de profil comme ça sur Insta, non mais t'as vu ta gueule dessus, et que tu me dis mais arrête, elle est très bien ma photo. Alors déjà tu me contre-attaques, ou tu me dis toi c'est ta photo qui est moche, et puis en plus tu vas l'enlever, j'ai tout pouvoir. Mais imaginons que tu me réponds ah t'aimes pas ma photo ? Ah je sais pas, je devrais peut-être utiliser un filtre, parce que là j'ai utilisé un filtre qui va peut-être pas. Comment tu fais, toi, pour avoir une photo comme ça ? Parce que toi, t'es en no filter, j'ai l'impression, et ça passe, quoi. C'est très déstabilisant. Donc, ce qu'on apprend aux enfants à travers le jeu, avec d'autres méthodes aussi, on leur apprend à avoir plus confiance en eux, de façon à ne pas être complètement démolis à chaque insulte. Et pour ça, et ça c'est très important, il ne suffit pas de leur dire. Dire à quelqu'un, tu t'en fous de ce qu'il dit, ça ne marche pas. Et je leur dis pas d'être sympa avec les autres, parce qu'il faut être sympa avec tout le monde. Je leur dis d'être sympa avec les autres par stratégie. Si tu me dis, j'aime pas ta chemise, et que je te dis, mais moi j'aime bien ton pull, tu sauras plus quoi me dire. Est-ce que je l'aurais fait parce que je veux être gentil avec toi ? Bah, si t'es ma harceleuse, non. Mais je l'aurais fait parce que t'es tellement désarmé, ça bug dans ton cerveau, c'est pas très intéressant, et pour le coup, c'est comme une machine à sous qui donne plus rien. Et donner plus rien, c'est pas faire la gueule, bouder, ça marche pas. Ignorer, ça marche pas. Mais si je montre activement que je suis pas affecté, si je dis, ok, tu peux penser ça en fait, si tu veux, vraiment tu peux, t'as moins envie de m'agresser, parce que je t'ai pas agressé, et tu sais plus quoi me dire, en fait. Et donc, il y a des techniques de communication, finalement assez simples. Il y en a beaucoup. Elles s'apprennent par le jeu, elles s'adaptent à la situation, et elles permettent vraiment à l'enfant de montrer qu'il n'est pas affecté, de devenir une victime pas très intéressante à embêter, et de faire passer l'envie aux autres, pacifiquement, effectivement, de leur faire passer l'envie de continuer à m'agresser. Et vraiment, ça fonctionne. C'est assez étonnant. Ça fait des années que je fais ça, mais je suis toujours aussi surpris, parce que ça marche vraiment. Ce qui fait arrêter un harceleur, c'est pas qu'on crie plus fort que lui. Ce qui fait arrêter un harceleur, c'est qu'il n'ait plus rien à me dire. Finalement, nous, les parents, alors arrête-moi Philippe si je me trompe, mais on doit enseigner à nos enfants que les autres ont droit de penser ce qu'ils veulent. C'est un peu contre-intuitif. On aurait envie de faire en sorte que nos enfants évitent toute souffrance. On aimerait bien, on aimerait tellement. Et je le comprends, je suis parent moi aussi, j'aurais qu'une envie, c'est que mes enfants souffrent pas. Le problème, c'est qu'ils vont être agressés au moins verbalement. Physiquement, au global, c'est plus rare. Par exemple, parmi tous les gens qui nous regardent, il y a un certain nombre de gens, je parle une fois adulte, une fois grand, ils ne se sont jamais vraiment battus, ils n'ont jamais eu d'agression physique. Par contre, je suis prêt à parier, mais vraiment, et dites-le dans les commentaires si quelqu'un me dit le contraire, je serais très surpris. Personne ne pourra me dire, moi, dans ma vie, jamais on m'a mal parlé. Jamais on m'a manqué de respect, jamais on m'a dit un truc méchant. Mais c'est pas vrai, ça arrivera à tout le monde. Donc ça arrivera à nos enfants. Si j'apprends à mes enfants qu'ils n'ont pas le droit de le dire, ils vont s'énerver à chaque fois que ça leur arrive, ils vont réagir. Par contre, si je leur apprends qu'ils ont le droit de le dire, ils vont
être moins impacté. Pour te donner un exemple, bien sûr, moi, je sais pas, comme tout parent, évidemment, ma fille, c'est la plus belle du monde, évidemment, nos enfants sont les plus beaux, etc. Mais par exemple, je dis à ma fille, et bien sûr, on doit tous le dire à nos enfants, par exemple, personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. Personne, jamais. C'est une règle qui n'a pas d'exception. Personne ne te touche sans ton accord. Jamais. Par contre, ce qu'il faut bien que tu vois, c'est que moi, je te trouve belle, je te trouve magnifique, t'es ma fille, je te trouve superbe. Mais il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Il y a des gens, un jour, ils te trouveront moche. Oui, c'est pas une vérité facile pour tout le monde, mais oui, il y a des gens qui vont pas aimer nos enfants, qui vont les trouver moches ou bêtes, ou méchants même, alors qu'ils sont gentils. Oui, il y a des gens qui te trouveront moche. Et tu sais quoi? Eh ben, ils ont le droit. Alors, quand je lui ai dit ça, quand elle était petite, elle m'a dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, ils ont le droit. » Et aujourd'hui, ma fille, alors, elle est petite, alors si tu lui demandes « Est-ce que tu penses que t'es belle ?» Elle va te dire « Oui, moi je pense que je suis belle. » Parce qu'elle est petite, je sais bien qu'une fois ado, elle dira « Oh là là, je me Elle dira trouve plutôt l'inverse. Mais oui, comme beaucoup d'ados, bon. Mais là, elle va dire « Oui, moi je pense que je suis belle. » Mais si on lui dit « Mais moi je pense que t'es moche », si elle a bien entendu ce que je lui ai dit, elle dira « T'as le droit de dire ça. Tu peux dire ça. » Le meilleur moyen de pas être soumis au regard des autres, c'est d'autoriser le regard des autres. S'ils ont le droit de penser que je suis moche ou que je suis beau, je peux me trouver pas très beau, mais si quelqu'un me dit « Je te trouve beau », je vais dire « Ok, tu peux dire ça. Je sais pas ce que tu me trouves, mais je prends. » Et si quelqu'un me dit « T'es moche », je vais lui dire la même chose. Tu peux dire ça. Je sais pas pourquoi tu me trouves si moche, mais vas-y, dis-le, il n'y a pas de problème, je vais pas me vexer. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Effectivement, je crois qu'il faut leur apprendre que les gens ont pas le droit de leur faire du mal. Ça, c'est vrai, il faut se défendre. Mais ils ont le droit de penser du mal d'eux. Parce que tout le monde ne les aimera pas. Désolé. C'est la vraie vie. Mais je pense que c'est cette connaissance qui donne confiance et qui nous arme, en fait. Le fait de savoir que tout le monde n'est pas obligé de m'aimer, ça fait que je suis pas démoli quand ça m'arrive. Et qu'est-ce qui va aider le plus certaines familles? Alors, j'ai envie de dire le soutien familial, la cohésion. C'est intéressant de se sentir soutenu. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est important, parce que je dis effectivement qu'il faut aider l'enfant, qu'il a des ressources, qu'il faut qu'il y aille, etc. Mais il faut pas que ça enlève le fait qu'on est solidaire de lui, qu'on est désolé pour lui, qu'on est triste de ce qui lui arrive, que c'est pas cool ce qu'ils lui font. Voilà. Moi, je le dis d'ailleurs toujours aux enfants. Moi, je suis bouleversé quand je vois un enfant souffrir. Toujours. Alors même que je sais que j'ai une solution à lui proposer qui va s'en sortir. Mais je lui dis pas, non, mais t'inquiète pas, c'est bon, ça va aller, tu vas voir, on va jouer au jeu de l'idiot, ça va être super. Non, la première chose qui me vient quand j'ai un gamin qui souffre en consultation, je dis, mais c'est pas cool, quoi, mon pauvre. Franchement, ce que tu traverses, c'est nul, quoi. Enfin, vraiment, je suis vraiment tellement désolé de ce qui t'arrive. Et je le pense, mais sincèrement et profondément. Et je pense qu'il faut commencer par ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de l'aider et de lui nuire le moins possible? Donc oui, le soutien familial, ça compte. Je pense qu'il ne faut pas nier le ressenti de l'enfant. Je pense que ce serait une erreur de dire « Ah, c'est bon, c'est pas grave, tu t'en fous ». Ce qu'on disait tout à l'heure, minimiser son ressenti. Pas minimiser. Et en même temps, si possible, pas dramatiser. Si on dit aussi à un enfant « Ce qu'il te fait, c'est gravissime, mais tu te rends compte, il fait du harcèlement, il y a des enfants qui sont complètement déprimés à cause de ça », il va se dire « Ah merde, je devrais être encore plus mal que ça, mais c'est super grave. » Et quand tu dis « c'est super grave », quelque part, tu dis à l'autre, tu as un super pouvoir. Et donc, non, il ne faut pas lui laisser ce pouvoir-là. Donc, il faut lui apprendre à faire autrement. Et vraiment, je recommande de le faire par le jeu de rôle. C'est ce qui marche le mieux chez l'enfant. Les enfants apprennent en jouant. Oui, et puis on peut le faire à un moment X ou Y sans justement, l'idée, c'est d'agir et d'anticiper avant qu'il y ait une... Alors, c'est ce que je prétends. Je crois que ma méthode est peut-être la seule méthode vraiment préventive. La plupart des méthodes contre le harcèlement, elles nécessitent que le harcèlement ait eu lieu. Là, ce qui est intéressant, c'est que, pareil, pour l'exemple que je t'ai donné avec ma fille, je lui ai dit avant. Et donc, peut-être que si un jour ça lui arrive, ce que je lui souhaite évidemment pas, et même si ça la blesse ou ça lui fait mal, mais elle aura une réponse plus désarmante qu'une réponse instinctive, intuitive, qui est « Arrête !» Et puis pour reconnaître le ressenti de l'enfant, ça me fait penser comme ça à une patiente qui avait mis un petit mot dans la trousse de sa fille qui partait au collège. Elle vivait une situation semblable. Et je trouvais ça chouette parce qu'elle lui rajoutait des petits mots tous les jours. Et en fait, au même titre qu'un enfant de maternelle, on va lui mettre un petit cœur sur la main parce qu'il peut y avoir le manque. Finalement, je pense que des collégiens, voire même des lycéens, ils ont besoin de ce petit mot ou ce petit truc qui va dire bon, je suis avec toi, même dans cette journée où tu as l'impression d'être dans... Exactement. Et tu peux passer... Ce qu'il faut apprendre aux enfants, si on veut, il suffit pas de leur dire... On peut leur dire, tu es super, tu es beau, tu es formidable. On peut leur dire. Il manque juste un petit quelque chose. Parce que si je lui dis juste, tu es beau, tu es beau, tu es beau, il dit, oui, mais les autres, ils me trouvent moche. Alors, j'ai pas envie de te croire. Après tout, t'es ma mère, t'es pas objective. Et ça marchera pas. Par contre, si je dis, moi, je te trouve beau, et d'autres te trouveront moche, et plein de gens pensent plein de choses. Et voilà, moi, je te trouve super. Tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es formidable.
et personne te touche sans ta permission. Et en même temps, si les gens veulent dire du mal de toi, ils ont le droit. C'est ça qui rend vraiment fort, en fait. Et si tu regardes, c'est une leçon qu'on a fini par apprendre de la vie, même quand on n'a pas été harcelé. Il est probable que si à des gens adultes, je leur disais des insultes de cours d'école, ils réagiraient pas pareil. Tu vois, c'est parce que ça blesse là où ça fait mal. Peut-être qu'à une jeune fille de 12-13 ans, pas à l'aise dans son corps, qui est en train de changer, qui est pas bien, etc., si quelqu'un lui dit « t'es moche », elle va être percutée, quoi. Peut-être s'il y a une femme... Mais je prends l'exemple d'une femme, parce que les femmes ont plus la pression que les hommes à être belles. S'il y a une femme adulte, je dis « mais toi, moi, je te trouve moche ». Beaucoup de femmes adultes vont dire « écoute, ok, je m'en fous ». Par contre, une adulte, si je critique ses capacités professionnelles, ça va la blesser. Alors que peut-être la gamine de 13 ans, si je lui dis « t'as mal fait tes devoirs ». Donc attention à nos projections. Mais je pense que ce qu'il faut apprendre, c'est ça. On peut penser ça. Et des fois, le harcèlement, c'est l'occasion de prendre une leçon de vie. Et cette leçon, c'est ça, c'est que notamment les gens, ils ont qu'à le dire, en fait. Allez-y, dites-le. Et quand on utilise ça, alors pas tout de suite, pas à la première réplique, mais au bout de quelques temps, ça se calme. En fait. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt à embêter quelqu'un qui n'est pas drôle à embêter. S'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il ne réagit pas. Exactement. C'est pas marrant, c'est ennuyeux, c'est pas très spectaculaire. Par contre, ça peut être intéressant, peut-être en tant que parent, d'évoquer, quand on aborde le sujet, peut-être notre vision du collège. Est-ce qu'on a vécu On peut, et je crois qu'on peut aussi donner l'exemple aussi, puisque tu parlais du soutien familial. Je pense que c'est important que les parents montrent qu'eux-mêmes ne sont pas démolis à la moindre critique, qu'ils ne sont pas paniqués quand ils ne savent pas quelque chose ou quand ils n'arrivent pas à répondre. Et je pense que c'est une très belle leçon, un parent qui dit « je ne sais pas, je ne suis pas compétent dans ce domaine » et on n'a rien perdu de son autorité parce qu'on ne sait pas quelque chose, que si les enfants jouent à nous charrier, etc., ou si avec son conjoint on se charrie gentiment ou des choses comme ça, s'ils voient qu'on n'est pas vexé facilement, qu'on arrive à faire de l'autodérision. Par exemple, je pense qu'un parent qui fait de l'autodérision, il arme ses enfants parce qu'il lui a montré par l'exemple qu'il peut s'autocritiquer, en fait. Que ça va, tu trouves, putain, je suis vraiment nul, oh là, j'ai complètement déconné. Et quoi, alors tu dis que t'es nul et t'es pas blessé ? Non, parce qu'il y a des trucs, je suis pas très bon, et tu peux le penser. Ça, vraiment, on s'en rend pas compte. Mais je trouve qu'avoir de l'autodérision, être capable d'autocritique, c'est une arme face au harcèlement extraordinaire, et ça, on peut l'apprendre à nos enfants par l'exemple. Ce qui est génial, c'est quand il y a de cet humour et qu'après, au sein de la famille, on chambre. Parce que ça amène aussi... Il y a des familles qui ont cette culture-là et des familles pour qui c'est beaucoup plus dur. Oui. Et je crois que ça, c'est difficile. Si on se prend très, très au sérieux, si nous-mêmes... C'est ce que je dis aux thérapeutes, d'ailleurs, quand ils aident les enfants. Je leur dis, si vous voulez aider des enfants à ne pas être bousillés par les insultes, mais que vous-même, à la moindre critique, vous êtes complètement démolis, vous n'allez pas pouvoir leur enseigner. Alors, c'est pour ça que dans les formations, d'ailleurs, c'est assez marrant, on s'entraîne. On se harcèle les uns les autres. Parce qu'il faut se mettre dans cette situation. Et apprenons aux enfants par l'exemple. Montrons-leur de quoi on est capable. Est-ce que tu as en tête une situation marquante, une jeune ou un jeune qui aurait été J'en ai plein, parce que j'en ai vu beaucoup. En plus, j'ai la chance que maintenant que j'ai formé beaucoup de professionnels, on m'en rapporte beaucoup. Donc, j'ai plein de situations en tête. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait là, ce qui me revient, c'est cette jeune fille qui était notamment victime d'insultes et aussi un peu d'allusions racistes. Elle était noire. Et à un moment, elle allait mieux, quoi. Avec le jeu de l'idiot, les gens s'étaient calmés. Et je dis, comment tu vois la suite ? Elle me dit, c'est bon maintenant. Ça n'arrivera plus. Et sa maman qui se redresse comme ça et qui dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Alors, on se regarde comme ça. Et, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que ça va s'arrêter là ? Tu crois qu'il n'y en aura plus d'autres des racistes ? Tu crois qu'il n'y aura pas des gens qui... Et je lui dis, hélas, je suis désolé. En fait, je crois que ta maman a raison. Non seulement tout le monde se fait insulter un jour ou l'autre, et en plus, je crois qu'on ne va pas vivre dans un monde sans racisme, hélas, de mon vivant, ni même du vivant de mes enfants. Et elle m'a dit, ok, d'accord, mais au moins je saurais quoi répondre. Alors encore une fois, je ne parle pas du racisme établi qu'il faut combattre par des moyens politiques, etc. C'est pas du tout mon sujet. Je parle de deux personnes au fond d'une cour qui se disent des méchancetés. Mais j'ai trouvé ça assez marquant parce que quelque part, la maman a raison et on sent le poids du vécu quand elle s'agace comme ça. Oui, c'est vrai, ça arrivera. Et je pense que c'est toute la morale de ce que j'essaye de raconter. Arrêtons de faire croire aux enfants qu'il existe des moyens pour que l'école devienne un lieu où personne n'agressera personne. Ça n'arrivera jamais. Soyons réalistes avec eux, de la même manière qu'il y aura sûrement toujours du racisme quelque part, oui, mais il y aura sûrement toujours des gens qui embêtent d'autres gens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On attend de vivre dans un monde où plus personne n'agresse personne, va falloir attendre, mais c'est maintenant que les enfants ils ont besoin d'aide. Ou alors on leur apprend la réalité, il y a des gens qui t'insultent et il y a des moyens de s'en sortir. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est un message à faire passer aux jeunes, aux ados, aux pré-ados d'aujourd'hui ?
on peut s'en sortir. On a la force de s'en sortir. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que le problème vient des autres, et il vient des autres, c'est eux qui décident de t'agresser. Ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des situations dans lesquelles on est impuissant dans la vie. C'est vrai, si quelqu'un qui est 2 fois plus grand, 2 fois plus fort que moi, il me tape dessus, je suis innocent évidemment et je suis impuissant. Mais il y a des situations, et c'est le cas de toutes les attaques verbales. Je suis innocent, bien sûr, j'ai rien demandé, mais je suis pas impuissant. Et vraiment, on peut s'en sortir, on n'est pas impuissant dans la vie. Alors, je voudrais enchaîner avec des affirmations. Et je te propose de me dire rapidement, d'accord, pas d'accord, vrai ou faux. D'accord ? Le harcèlement scolaire, c'est surtout des moqueries et ça fait partie d'un rite de passage à l'adolescence. Alors, c'est pas surtout des moqueries, il y a des insultes, des menaces, donc c'est beaucoup plus varié que ça. Et non, c'est pas un rite de passage à l'adolescence, c'est une modalité de communication de tous les humains. Un enfant harcelé le dira forcément à ses parents ou à un adulte. Ah non, évidemment non. Il est réticent parce qu'il a honte et parce qu'il a peur des représailles. Les conséquences psychologiques du harcèlement peuvent durer jusqu'à l'âge adulte. Oui, si c'est pas pris en charge, si la personne est toujours dans sa posture de victime, oui. Par contre, s'il en sort, non. Les réseaux sociaux amplifient les effets du harcèlement. Oui, bien sûr, ils amplifient les effets du harcèlement, mais pas son mécanisme. On peut s'en sortir même sur les réseaux et parfois même encore plus rapidement. Et enfin, mais on y a répondu, il suffit de punir le harceleur pour que ça s'arrête. Ça se saurait. Ça fait 15 ans qu'il y a des politiques qui visent de plus en plus de punitions. On a fait une loi, on a durci les sanctions. Le harcèlement diminue pas. Moi, on change même d'école. Mais bien entendu, moi, mon réflexe de thérapeute, tu sais, quand quelqu'un vient, et tu seras sûrement d'accord en tant que médecin, c'est-à-dire que si quelqu'un vient, il dit « j'ai un problème », et il dit « j'ai essayé ça et ça n'a pas fonctionné », ben souvent, ce qu'il a essayé, ça a maintenu le problème. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé ne fonctionne pas, là. Alors, je vais vous mettre en lien du podcast la plateforme phare, la plateforme nationale de prévention et de traitement du harcèlement scolaire. Il y a aussi le numéro 3018, qui est un numéro gratuit, anonyme, confidentiel, 7 jours sur 7. Est-ce que, Philippe, pour peut-être apporter de l'aide à certains parents concernés, tu peux nous expliquer où retrouver ton travail? Alors, si vous êtes intéressé par ce que je raconte sur le harcèlement scolaire, il y a un livre qui est sorti en poche, donc qui n'est pas très cher, qui s'appelle « Face au harcèlement scolaire », qui est aux éditions Marabout. Il y a un site internet qui est gratuit, lejeudelidiot.com, et donc il y a une page avec « Qu'est-ce que le jeu de l'idiot ?» avec plein d'infos. Il y a aussi des formations qui existent. Alors, il y a une formation pour les professionnels, s'il y a des professionnels de l'enfance ou du soin qui veulent aider des enfants, donc ils peuvent se former sur 2 jours pour apprendre le jeu de l'idiot. Et il y a une formation en ligne qui est destinée plutôt aux jeunes et à leurs parents, qui s'appelle 52 semaines pour ne plus être victime. Et donc, toutes les semaines, on reçoit une petite vidéo de 10 minutes qui permet d'apprendre des trucs pendant 1 an. Et il y a à chaque fois une vidéo, un PDF, un quiz et un formulaire où on peut me poser toutes les questions qu'on veut pour que j'y réponde. On trouve aussi sur lejeudelidiot.com le lien vers 52 semaines. Et 52 semaines, donc pour rentrer dans le détail, c'est nous-mêmes qui le faisons avec notre enfant. Donc c'est aussi un moment, je trouve, privilégié pour l'avoir vu. Avec son enfant, ça permet d'ouvrir la parole. C'est ça, moi je dis souvent, c'est à la fois une espèce d'activité extrascolaire. Tiens, cette année, au lieu d'apprendre juste le basket ou les échecs, on va se faire une nouvelle activité scolaire pendant 1 an. On va apprendre à faire face à l'agressivité verbale. Et c'est aussi un moment par enfant, parce que je conseille énormément de le faire avec son enfant, c'est vrai. On va prendre un moment le week-end, ça dure 10 minutes la vidéo, on va la regarder ensemble et puis on va en discuter. T'es d'accord, t'es pas d'accord, on s'entraîne. Et souvent, ça donne des chouettes résultats. Il y a des gens qui sont sortis du harcèlement grâce à ça. Il y a aussi des gens qui se sont dit maintenant je serai équipé. Donc oui, 52 semaines pour plus être victime sur le lejeudelidiot.com. Super, ce sera sur tous nos réseaux. On peut te retrouver où d'ailleurs? Et sinon, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Compsy, COM2MPSY. Et là, on peut me retrouver. J'adore. Je précise. Et puis voilà, et sinon on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram, voilà. On ira regarder tout ça. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.